le thème de ce soir portera, donc, comme ça a été énoncé, sur quelle bioéthique adopter face au transhumanisme. Donc, alors j'aimerais d'abord répondre à la question par un détour, qui est celui de la question du long-termisme. C'est-à-dire que quand on parle de transhumanisme, alors je pense que tout le monde ici est plus ou moins familier, mais je vais représenter ce que c'est que ce concept. Il y a le long-termisme qui vient un peu plus à la mode, c'est-à-dire que vous avez des tendances dans la Silicon Valley notamment, où ces thématiques sont, disons, souvent discutées. Alors le long-termisme, ça consiste à baser ses décisions sur une vision du très long terme, donc parfois en centaines, milliers, millions d'années, avec en ligne de mire un potentiel que l'humanité devrait déployer par l'usage intensif de technologies, en passant par la transformation du corps ou la colonisation spatiale. Et vous avez une vision dans laquelle les problèmes du présent se retrouvent dès lors soumis à cet horizon et leur résolution est sacrifiée sur l'autel du long terme. Donc on peut se dire qu'a priori c'est quelque chose qui serait même positif. On peut complètement adhérer à ce type de pensée, du moins partiellement, même si en réalité c'est également une manière d'avoir un agenda politique et de dissimuler d'autres éléments qui sont, on va dire, plus sujets à polémique, comme justement le transhumanisme. Donc il faut garder à l'esprit qu'il y a à boire et à manger dans la notion de long-termisme. Et justement il faut apprendre à faire la part de choses sur ce type de sujet. Donc le transhumanisme, c'est un mouvement qui, en s'appuyant sur les progrès de la biologie et de l'intelligence artificielle, défend l'idée de transformer ou dépasser l'homme pour créer un post-humain ou un transhumain aux capacités jugées supérieures à celles des êtres humains actuels. Donc c'est une transformation qui s'envisage au niveau individuel mais également collectif et qui conduit à une redéfinition de l'humanité et même une résurgence de la notion d'homme nouveau, qui avait déjà été utilisée dans la première moitié du XXe siècle. Donc c'est à la fois une amélioration des capacités physiques et mentales, dans lequel on pourrait par exemple voir dans l'obscurité, ne pas connaître la fatigue, ou encore avoir des facultés cognitives accrues. Donc c'est quelque chose qui a une ambition de transformer complètement la nature de l'humain. Et vous avez à la fois des améliorations qui sont donc, on va dire, biologiques dans cette ambition, mais également d'autres qui sont davantage, on va dire, dans une forme d'hybridité, même si on va interroger justement cette notion d'hybridité et on va voir qu'elle est en réalité factice, puisque ça mélange beaucoup de choses, que ce soit mettre des puces dans le cerveau, utiliser un exosquelette, et aussi augmenter son empathie, sa créativité, enfin, c'est extrêmement prolifique. Et avec évidemment le but ultime qui est de fusionner l'être humain et l'ordinateur et de devenir immortel via une lutte contre le vieillissement. Alors c'est une notion qui avait été introduite par le biologiste, enfin qui avait été introduite avant mais qui a été reprise par le biologiste Julian Huxley, donc le frère d'Aldous Huxley qui avait rédigé Le meilleur des mondes, et il en parle dès 1957. Donc il définit le transhumain comme un homme qui reste un homme, mais se transcende lui-même en déployant de nouveaux possibles de et pour sa nature humaine. Donc il va un peu plus loin, il dit que la qualité des personnes et non la seule quantité est ce que nous devons viser. Par conséquent, une politique concertée est nécessaire pour empêcher le flot croissant de la population de submerger tous nos espoirs d'un monde meilleur. Donc il y a également une notion malthusienne qui est reprise en fait dans cette conception, dans lequel on veut avoir beaucoup moins d'individus, réduire la population mondiale, mais avoir des individus, on va dire, jugés plus qualitatifs. Donc si vous voyez des points communs avec l'actualité, c'est pas forcément un hasard. Donc, mais c'est une idée qui aurait été assez ancienne, c'est-à-dire que dès l'apparition du concept d'humanisme, il y avait déjà des relents, disons, en partie transhumanistes, au sens où, quand les transhumanistes se présentent comme des héritiers de l'humanisme, ils ont en partie raison. Si on prend par exemple Olivier Rey, dans son livre L'heure et malheur du transhumanisme, il mentionne à un moment Julien Auffray de La Métrie, pour qui l'homme est une machine qu'on peut améliorer au fur et à mesure. Donc il y avait déjà donc, cette notion. Et puis vous aviez également, même du côté russe, Nicolas Fyodorov, qui défend un usage de la science
comme moyen d'extension radicale de la durée de vie, d'immortalité ou même de résurrection des morts. Donc c'est une notion qui est, disons, empreinte également de mysticisme, mysticisme orthodoxe en l'occurrence. Donc c'est, disons, beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut penser quand on regarde dans les origines même de cette notion transhumaniste. Alors évidemment, c'est une reprise aussi, on va dire, des hippies, puisque finalement, quand on regarde par exemple Steve Jobs, ce qui est devenu, c'était en fait un hippie reconverti dans la technologie. Et c'est pour vous signaler le type d'ambiance qui existe, on va dire, dans les transhumanistes. C'est des hippies, on va dire, du moins ça l'était, qui sont adhérents de ce type d'idéologie futuriste. Mais nous avons donc comme ambition, en France également, de le suivre aux États-Unis, visiblement. Quand on regarde par exemple Laurent Alexandre, il dit que la personne qui vivra 1000 ans est déjà née. Si on regarde du côté de Yuval Noah Harari, qui revient souvent d'ailleurs dans la discussion, et il fait une distinction entre deux types d'humanité à l'avenir, ceux qui seront augmentés et ceux qui finalement resteront humains, trop humains pour paraphraser Nietzsche. Et c'était le sens d'une des expressions qui était de dire que les humains actuels qui refuseront de s'augmenter seront les chimpanzés du futur. Et d'ailleurs, il y a eu des collectifs qui se sont revendiqués de ça par autodérision pour justement se moquer de ce type d'appellation. Alors, en France, vous avez l'Association française de transhumanistes qui justement veut se faire le relais de ce type d'idéologie, avec lequel d'ailleurs j'ai déjà eu l'occasion d'organiser un débat. Donc c'était à l'ENS, c'était du coup, on va dire, davantage tourné sur la question de la condition de la femme, puisque c'était une personne spécialiste de ces questions-là qui débattait contre lui, donc ça avait tourné autour de ça. Vous pouvez retrouver d'ailleurs l'enregistrement en ligne, peut-être que je l'enverrai à Ludovic pour que vous puissiez y avoir accès. Alors évidemment, il faut mentionner Ray Kurzweil, qui est considéré comme l'un des papes, pardonnez-moi l'expression, de justement ce type de mouvement, avec également la notion de singularité technologique à la fin. La singularité technologique, donc pour rappeler, c'est le concept selon lequel les progrès de la technologie, et notamment de l'intelligence artificielle, vont conduire à un moment où le progrès fera des progrès tellement rapides qu'on ne pourra même plus comprendre ce qui se passe. Et il prédit ce type d'évolution dans quelques décennies. Et une des choses qui est intéressante, c'est que parmi même les transhumanistes, il y en a certains qui sont inquiets par rapport à ça, comme par exemple Nick Bostrom, qui avait écrit un livre qui s'appelait Super Intelligence, dans lequel justement il essayait de mettre en garde face à ça, ou encore Elon Musk, dont l'un de ses projets, justement Neuralink, essaye d'améliorer la condition de personnes d'abord handicapées pour en réalité en faire des personnes augmentées afin justement de contrer les dangers de l'IA. Donc, bon, si on s'intéresse, on va dire, d'un point de vue plus pragmatique à ces propositions, elles sont, on va dire, assez loin de leur objectif, disons, initial. Et on va justement en discuter un peu plus longuement par la suite. Alors il y a évidemment une réponse qui se fait par rapport à ça. Vous avez notamment ce qu'on pourrait appeler le bioconservatisme. C'est donc un néologisme qui désigne donc un mélange entre biologique et conservatisme. Et pour faire simple, c'est une manière de s'opposer justement à ces mouvements transhumanistes. Alors c'est un terme qui est davantage utilisé aux États-Unis, même s'il commence à poindre un peu plus souvent en France, et même s'il n'est pas forcément revendiqué tel quel, mais on peut se douter que ça finira par venir un jour, notamment si jamais il y a des avancées du côté du transhumanisme, donc ça se fera par réaction. Et il y a justement plusieurs partisans de ce mouvement. Donc aux États-Unis, il y a Léon Cass, qui est médecin, physicien et éducateur américain. Il y a Francis Fukuyama, donc, qui est beaucoup plus connu pour son concept de fin de l'histoire, mais qui a réussi, mine de rien, sa reconversion, on va dire, dans ce type de questions, et à juste titre. Donc selon eux, justement, la médecine ne doit pas avoir pour vocation
une vision d'amélioration, mais une vision thérapeutique. Donc en fait, c'est la vision traditionnelle de la médecine. Simplement être soigné lorsqu'on est malade. Et cette notion de confort, on va dire, et d'amélioration récréative n'a pas lieu d'être. Donc l'objectif, encore une fois, soigner les maladies incurables. Si possible, c'est une chose qui peut se défendre, mais ce n'est pas, on va dire, dans une visée donc d'amélioration. Alors il y a 3 types de bioconservatisme pour Francis Fukuyama. Vous avez d'abord ce qu'on pourrait appeler un bioconservatisme pragmatique. Donc pragmatique, ça veut dire que on ne va pas faire d'amélioration simplement parce que ça peut être dangereux ou qu'on pense que c'est beaucoup trop risqué donc de le faire. Et en ce sens-là, il y a beaucoup de transhumanistes actuels qui sont de facto bioconservateurs puisqu'ils ne vont pas se risquer à faire des opérations qui savent être risquées. Vous avez ensuite un bioconservatisme qui est fondé sur des raisons religieuses, c'est-à-dire la religion qui s'oppose au transhumanisme justement, en raison des répercussions que ça pourrait avoir justement sur la nature humaine, évidemment, et sur la pratique. Et également, enfin, un bioconservatisme qu'on pourrait qualifier de philosophique, dans lequel ça irait justement à l'encontre de la conception qu'on aurait de l'être humain. Alors donc, pour revenir un petit peu sur la notion de singularité, elle a été très fortement critiquée par mon directeur de thèse, qui s'appelle Jean-Gabriel Ganassia, mais qui avait écrit son livre avant que je sois son élève. Et il montrait en fait dans son livre que cette notion de singularité était en réalité relativement bancale et qu'elle permettait de mettre en avant un autre agenda. C'est-à-dire que si jamais on arrive à vous faire croire que à l'avenir on aura une intelligence artificielle qui pourra absolument tout contrôler et elle pourra faire des choses incroyables, vous serez plus enclin à avaler, on va dire, un autre type d'agenda politique qui est beaucoup moins ambitieux que la singularité, comme la PMA, la GPA, le transsexualisme, qui ont l'air vraiment on va dire, très terre-à-terre comparé aux ambitions de la singularité. Mais, justement, cette singularité servirait d'écran de fumée à ce type d'agenda. Alors, pour en dire quelques mots aussi, il y a énormément, on va dire, de mélange entre religiosité protestante et technologie dans cette notion de singularité. Il y a une vision eschatologique qui est derrière cette notion. Ceci étant, quand on regarde par exemple les notions qui sont mises en avant dans l'actualité, que ce soit par exemple le transsexualisme, eh bien, si jamais on écoute des transhumanistes, on peut se dire que c'est l'ambition vers laquelle ils veulent tous nous diriger. Mais pour être encore plus précis, c'est pas simplement changer de sexe, c'est pouvoir le faire à volonté, idéalement, pouvoir aussi changer de couleur de peau à volonté, pouvoir en fait changer toutes ces caractéristiques à volonté. Et idéalement le plus vite possible, sans opération. Donc c'est leur idéal, c'est leur objectif. Et si possible, se débarrasser de l'humanité actuelle qui refuserait ce type de changement qui irait contre leur agenda. Alors évidemment, vous aviez également le principe responsabilité d'Anne Jonas, je ne sais pas si vous en aviez déjà entendu parler, qui avait été énoncé en 1979 et qui était fondé sur l'idée qu'il fallait s'opposer à ces modifications génétiques, à ces projets de modification génétique. Donc c'était davantage sur le clonage quand ça avait été rédigé. Et l'idée donc c'est de faire en sorte de préserver les conditions d'une humanité authentique sur Terre. Donc autrement dit, l'idée c'est justement de faire en sorte que ce type de projet dit d'amélioration ne puisse pas avoir le jour et soit combattu, justement pour être en conformité avec le principe responsabilité et faire en sorte justement qu'on puisse continuer à vivre une vie authentiquement humaine sur Terre. Alors, j'aimerais m'intéresser maintenant un peu plus précisément au vécu des personnes qui ont des prothèses. Puisque nous avons régulièrement la figure du cyborg qui revient justement dans la science-fiction et qui est, disons, relativement répandu dans l'imaginaire transhumaniste. Et il joue justement de cette communication.
C'est-à-dire que si jamais vous avez des prothèses, vous serez sans doute un bon ambassadeur, selon eux, et on va justement critiquer cette notion, de leur idéologie, et vous seriez considéré comme une personne qui serait augmentée, cyborgisée. Et c'est justement ça qu'il faut interroger. Alors en 2016, vous aviez eu la première édition du Cibathlon en Suisse, dans lequel vous aviez des concurrents qui étaient atteints de handicap et qui avaient la possibilité d'utiliser des technologies d'assistance bionique, telles que des prothèses robotiques, des interfaces cerveau-ordinateur, ou encore des exosquelettes robotisés. Et donc, à la différence des Jeux paralympiques classiques, dans le Cibathlon, l'utilisation de technologies d'amélioration était vivement encouragée pour améliorer les performances sportives. Donc, pour vous citer quelques exemples de pratiques qui étaient réalisées, donc vous aviez des tournois de jeux vidéo intégralement contrôlés par la pensée. Vous aviez des courses par stimulation artificielle de muscles, des épreuves de dextérité pour les détenteurs de prothèses, ou encore des courses d'exosquelettes et de fauteuils roulants motorisés. Et c'était relativement proche de ce qu'on pourrait considérer comme des courses de Formule 1 en réalité, au sens où ce n'est pas seulement l'athlète qui est récompensé, mais toute l'équipe dans ce type d'épreuve. Donc c'est une vision vraiment élargie de la compétition. Donc l'objectif, il est quand même louable, il faut le dire, c'est de permettre aux personnes justement qui sont dans des conditions, on va dire, difficiles, de pouvoir montrer qu'elles sont capables de se débrouiller, mine de rien. Donc il y a des choses intéressantes. Mais évidemment, ça remet en question la notion même de sport telle qu'on la conçoit avec Coubertin, par exemple, dans les Jeux Olympiques, où l'idée c'est d'aller plus vite, plus loin, plus fort, mais avec la condition humaine telle qu'elle existe actuellement. Donc là, c'est une révolution par rapport à ce qu'on a l'habitude de concevoir comme performance sportive. Justement, ce qui est intéressant, c'est le statut de la personne handicapée dans ce type de situation, et c'est justement la suite de ma conférence qui a porté là-dessus. Et la deuxième partie, on va s'intéresser beaucoup plus précisément là-dessus. Puisque là, la première partie, donc, je vous ai exposé le conflit idéologique. Maintenant, on va regarder un peu plus en détail le vécu des personnes qui ont vraiment des prothèses et qui servent d'alibi donc à l'idéologie transhumaniste. Mais on va voir qu'en réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Donc pour l'athlète handisport Marie-Laure Le Fur, elle est détentrice donc, de plusieurs médailles, dont plusieurs en or aux Jeux paralympiques de l'édition de Pékin. Et bon, elle peut inspirer plusieurs personnes qui ont justement des prothèses et, ou des handicaps et qui peuvent justement voir qu'ils peuvent s'en sortir malgré leurs difficultés. Alors, là où ça pose question, c'est que d'un point de vue médiatique, ce qui est mis en avant, c'est justement ces cas exceptionnels. Mais dans la plupart des cas, les personnes qui ont des prothèses, c'est un vécu qui est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire qu'on peut vous présenter les personnes handicapées comme justement la nouvelle humanité, alors qu'en réalité, dans les faits, c'est absolument pas la manière dont ces personnes-là se représentent leurs conditions. Donc elles se retrouvent un peu malgré elles dans des discours d'augmentation de l'humain qui tendent à idéaliser les positions, qu'elles soient favorables ou réprobatrices, mais qui conduisent malgré tout à invisibiliser la pratique quotidienne, on va dire, de l'appareillage prothétique. Alors pour revenir un petit peu donc, aux définitions, donc, le cyborg est un être humain à l'origine, aux capacités modifiées par des dispositifs cybernétiques. Donc étymologiquement, le terme vient de cybernétique organisme, soit organisme cybernétique, et il est présenté comme une personne qui est améliorée par la technique. Et quand on regarde le film Robocop, qui était sorti en 87, et même les reboots d'ailleurs qui ont eu lieu depuis, on voit une espèce de Superman prothétisé, donc robotisé, dans lequel il y a l'expression d'une justice implacable qui vient s'abattre sur la personne qui viendrait s'opposer à la justice. Et ce qui est intéressant, c'est que la frontière entre réparation et augmentation apparaît assez floue, malléable, et c'est revendiqué comme tel. Et dans lequel on considère que la perte accidentelle, c'est-à-dire que
si jamais vous êtes victime d'un accident, ça peut être justement une occasion d'avoir une prothèse qui vous améliore la vie encore plus qu'avant, au point que certains prônent, on va dire, le fait de s'amputer volontairement des membres pour pouvoir avoir des prothèses améliorées un jour. Donc c'est pour vous donner un idée d'esprit d'où ça peut aller. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce discours transhumaniste, il cherche à positionner les individus en situation de handicap, donc comme des incarnations de cette idéologie, comme des expérimentateurs finalement de ce type de progrès, et qui servirait donc, on va dire, de précurseur pour une généralisation bien plus globale. Donc si on prend par exemple les personnes non-voyantes, il y aurait donc un retour à la vue dans lequel ce serait un retour qui serait sous forme de profonds changements, au sens où les personnes aveugles verraient beaucoup mieux finalement à la fin que les personnes, on va dire, avec une vue naturelle. Vous auriez la possibilité de marcher à nouveau et même plus loin, si jamais vous en avez l'occasion. Et si jamais vous avez une maladie comme Parkinson par exemple, eh bien vous serez susceptible même de penser beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement, on va dire, que par rapport à votre situation antérieure. Donc c'est avant tout présenté de manière curative, c'est-à-dire qu'on va dire, avant de développer une technologie avec ambition d'amélioration, que c'est, on va dire, pour soigner. Et c'est ensuite qu'ils vont révéler leur agenda si jamais il s'avère que ça va beaucoup plus loin que les espérances initiales. Finalement, la notion même de sénescence ou de mort est vue comme étant une manière de faire face à un défi qu'il faut réparer et, si possible, faire disparaître. Donc, pour revenir un petit peu au projet Neuralink, qui est l'expression même de ce type d'ambition, donc dans Neuralink, qui avait été lancé donc, en 2017, les trois objectifs principaux consistent dans la compréhension et le traitement des maladies cérébrales, en la préservation et l'amélioration du cerveau, et en la création d'un meilleur futur. Donc, vaste programme. Alors, dans un premier temps, donc, vous avez comme objectif de soigner la maladie de Parkinson, même si ça apparaît un petit peu comme une forme de prétexte finalement pour leur ambition. Donc, vous avez des applications médicales qui sont proposées avec des déficiences visuelles ou auditives qui pourraient être soignées, et évidemment le fait de pouvoir vous implanter ce qu'on pourrait appeler donc, des dentelles neuronales, si on traduit, donc neural lace, qui est empreint d'abord de la science-fiction et avec donc, pour objectif de directement vous connecter dans votre cerveau avec des lacets neuronaux pour pouvoir donc vous permettre de contrôler des éléments par la pensée et éventuellement améliorer vos capacités cognitives. Donc pour l'instant c'est relativement intrusif, mais à l'avenir ils espèrent rendre ça beaucoup plus portable. Ils avaient fait des expériences sur des humains, mais avant sur des cochons et même des singes. Donc c'est encore en cours et ça avance plutôt bien, si on peut dire ça. Alors il y a quand même une économie de la promesse qui est très prégnante dans ce type de discours, et ça interroge évidemment sur, on va dire, la réception du public par rapport à cette idéologie. Mais est-ce qu'ils y croient vraiment eux-mêmes? C'est la question qu'on peut se poser. Vous avez par exemple Copeland, qui était une personne justement qui se faisait prothétiser de cette manière, qui se présente comme un cyborg, mais dans le fait, il avoue ne pas tellement y croire, et considère qu'il s'agit plutôt d'une posture communicationnelle, d'une forme de provocation, plutôt que de réellement une nouvelle identité. Donc là-dessus, il faut voir qu'il y a une énorme influence de la science-fiction qui jaillit par rapport à ça dans notre imaginaire, dans nos représentations. Mais est-ce que c'est vraiment quelque chose auquel on adhère? Pour l'instant, la réponse est plutôt non. Donc, on va bientôt terminer cette première partie.
Et là, si jamais vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à les poser. Donc, on a vu globalement quels étaient les tenants et aboutissants de cette idéologie, quelle était aussi leur ambition, on va dire, à plus court terme, qui était de soigner donc des maladies, avec évidemment un agenda qui est derrière. Et justement, ce qu'on peut regretter à l'heure actuelle vis-à-vis de cette pratique, c'est que finalement, on se sert de personnes en handicap comme de cobayes, plutôt, on va dire, que de voir pleinement leur situation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Du cyborg, donc on va reprendre la suite. Elle s'inscrit donc dans un contexte capitaliste et libéral pour l'instant, de culte de la performance, dans un imaginaire de progrès perpétuel et profondément scientiste. Alors il y a énormément de projets financiers, justement, de capitalisme financier qui est à l'œuvre, même si vous avez, on va dire, des projets alternatifs qui apparaissent, comme par exemple des éléments tirés, on va dire, de l'univers du logiciel libre, l'impression 3D, ce genre de choses. Vous avez Nicolas Huchet qui a conçu une prothèse artisanale pour un prix de 500 €. Et ça a comparé avec, on va dire, les tarifs de sociétés comme Touch Bionics qui sont aux alentours de 20 000 €. Donc c'est pour dire que c'est aussi pas seulement, on va dire, quelque chose qui est capitalistique, il y a également des projets, on va dire, un peu plus artisanaux. Mais encore une fois, sur les prothèses, c'est pas en soi un problème, c'est plus certaines idéologies donc, qui sont derrière. Donc vous avez des Andy Labs, inspirés donc, sur le modèle des Fab Labs, où c'est l'usager qui devient acteur de son propre traitement. Acteur de son propre traitement. Donc Nicolas Huchet, par exemple, il ne se considère plus comme celui qui a une main en moins, mais celui qui veut fabriquer sa main. Alors vous avez une athlète en e-sport aussi, Amy Mullins, qui annonçait en 2008 « Dorénavant, on ne parle pas de surmonter des désavantages, mais on discute plutôt de surpassement. On discute de potentiel sous-jacent. La fonction de la prothèse n'est plus uniquement de remplacer un membre perdu. La prothèse symbolise la liberté qu'a le porteur de créer sa propre réalité en cet espace. » Donc c'était également une avancée dans le domaine des soldats amputés, c'est-à-dire que les personnes qui revenaient de la guerre, que ce soit notamment Irak ou Afghanistan, justement, on leur faisait miroiter le fait qu'ils pouvaient avoir une prothèse en rentrant, alors qu'en réalité, bon, c'est des années d'apprentissage et c'est très compliqué à vivre au quotidien. Le caporal Andrew Garthwaite, soldat britannique, dont le bras a été arraché par une explosion de grenade en Afghanistan, et qui a été l'un des premiers à avoir reçu en 2012 un dispositif prothétique capable de traduire en mouvement des tensions et des sollicitations musculaires ou nerveuses. Donc il y a un projet de la DARPA qui s'appelle Revolutionizing Prosthetics, qui vise en la substitution des membres perdus par des prothèses artificielles aux performances au moins égales que les originaux. Donc, encore une fois, bon, c'est une bonne chose pour les personnes qui sont, disons, des vétérans, mais c'est au niveau donc, de la promesse que le bas blesse. Alors il y avait Victoria Modesta, qui se surnommait chanteuse bionique, et qui a annoncé, suite à son amputation en 2008, c'est comme si c'était Noël. On donne beaucoup trop de valeur au corps humain. Le mot handicap n'a plus sa place dans le monde moderne. De même, Éloge de ma fille bionique de Vincent Billard, qui appelait à considérer la personne handicapée comme précurseur d'une nouvelle humanité. Et donc il y a, comme on l'avait un petit peu évoqué au cours des questions, une forme de remise en question des catégories binaires, humain, non humain, nature, artifice, masculin, féminin, normal, pathologique. Tout ça est finalement embrouillé et tout répond finalement à une ambition de liberté, de fluidité totale vis-à-vis de ces catégories. Et la figure de cyborg sert justement de prétexte pour ce type de modification.
Et justement là, on va s'intéresser plus en détail sur, on va dire, le vécu, donc des personnes qui sont en situation de port de prothèse, qui est donc un vécu souvent post-amputation, qui est plus douloureux et qui est beaucoup moins propice aux emphases sur l'appareillage prothétique. Il y a un travail de rééducation particulièrement éprouvant pour les personnes qui ont des prothèses, et dans lequel il convient plutôt d'avoir un discours qui est réconfortant plutôt que d'amélioration. Et il faut qu'ils puissent justement refaçonner leur identité dans, on va dire, surmonter les difficultés quotidiennes, et beaucoup plus proche, on va dire, de leur vécu, plutôt que d'aller loin sur des considérations sur l'avenir de l'humain. Il y a une forme, on va dire, d'obsolescence de l'homme, qui avait été annoncée par Gunther Anders, pour le critiquer justement, pour dire que ces remises en question permanentes des catégories étaient quelque chose qui allait être beaucoup plus courant au fur et à mesure que la technologie avançait, et qu'il fallait être prudent justement par rapport à ça, notamment pour les personnes qui sont les plus en difficulté. Il y a donc étrangement peu de représentations de la science-fiction dans lequel on voit des personnes, on va dire, prothétisées à l'avenir mais qui ont des difficultés. Et justement, il n'y a pas tellement de personnes, ou très peu de personnes en situation de handicap dans, on va dire, l'imaginaire cyborgien. Donc c'est justement ça qu'il convient d'interroger. Alors, sur la conception qu'il nous faut adopter, et donc il faut évidemment rompre avec le simplisme et le manichéisme qui existent avec ces idéologies, et donc adopter une posture qui serait beaucoup plus, on va dire, pragmatique, dans lequel justement on prend conscience du fait que ce ne sont pas des personnes hybrides, mais plutôt des personnes qui ont des prothèses, des personnes qui ont simplement un appareillage en plus, qui sont modifiées à la marge, et dans lequel il ne convient pas de les considérer comme ayant une nouvelle catégorie, mais simplement comme ayant un membre en plus artificiel, et qui n'est pas forcément évident à gérer. Donc il faut rompre avec cette figure du cyborg notamment, pour se représenter ces personnes-là, et se dire qu'à moins qu'une personne soit véritablement complètement à moitié artificielle et à moitié, on va dire, naturelle, il n'y a pas de raison de considérer une personne comme étant un cyborg en tant que tel. Donc chacun se débrouille comme il peut finalement par rapport à ça, et il convient donc de considérer tel quel. Alors pour vous donner quelques chiffres, l'âge moyen des personnes amputées qui ont des prothèses est d'environ 70 ans. L'âge moyen. Ils ont des problèmes de santé allant dans 70 à 95% des cas, donc des problèmes chroniques, qui sont pour moitié dus au diabète, avec un taux de mortalité allant de 10% dans le mois suivant l'opération, à 90% dans les 10 années qui viennent. Alors, au niveau des profils, vous avez 39,6% à 77% qui retrouvent leur capacité ambulatoire. Et dans le cas d'une amputation ayant une origine vasculaire, la mobilité ne revient que dans 6% des cas. Alors, vous avez 35% à 78% en fonction des classes d'âge qui arrêtent de porter une prothèse. Parce que ils estiment que c'est beaucoup trop compliqué au quotidien. Alors, évidemment, ça leur pose des problèmes. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent avec un bras ou une jambe en moins, artificielle, je veux dire. Mais ils refusent volontairement de la porter parce que c'est trop compliqué de s'y adapter. Donc voilà, on va dire le vécu concret des personnes qui sont censées incarner l'humanité nouvelle. Donc finalement, quand on regarde le vécu pragmatique, c'est celui d'une grande souffrance et d'une grande difficulté pour se rétablir complètement. Et en fait, les cas dans lesquels on voit des personnes qui réussissent incroyablement bien dans les performances sportives sont vraiment l'exception. Et ne sont pas d'arbres qui cachent la forêt. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est un domaine qui est relativement peu étudié par les sciences sociales. C'est-à-dire que vous avez à peu près le tiers des travaux qui portent donc sur les questions d'augmentation humaine, sur les questions de transhumanisme,
alors que c'est un sujet qui est complètement absent du champ médical. C'est-à-dire que quand vous allez, on va dire, sur le terrain des pratiquants, des soignants, etc., c'est pas du tout le retour qui est venu des patients. Les patients qui ont justement ce type de prothèse, ils sont en fait dans une situation où ils se demandent comment faire pour prendre le pain, faire des courses, se déplacer tout simplement, et pas du tout, on va dire, dans une situation où ils ont des agendas idéologiques sous-jacents. Ils sont vraiment dans la réadaptation. Et de même, vous avez les questions, des questions sur l'hybridité, ou la question des normes sociales, du genre, etc., qui constituent la moitié des références en sciences humaines, et pas du tout traitées par le milieu soignant, pour de bonnes raisons, c'est que c'est pas du tout leur vécu. Et à l'inverse, tout ce qui est souffrance, douleur, etc., c'est peu, voire pas du tout abordé par les sciences humaines. Donc là, il y a un vrai décalage qui se fait entre, on va dire, l'imaginaire qu'on a dans les médias, les articles à sensation, journalistiques, et les retours, on va dire, qui sont dans ce milieu-là. Et donc ça, c'est vraiment mon mantra. Et ce qui se passe concrètement dans ces endroits-là. Et ça, c'est quasiment jamais interrogé. Et c'est justement ça qui est vraiment, qu'il faut vraiment mettre en avant. Donc les patients de centres de réadaptation, ils font part d'un vécu émotionnel qui est ressenti de façon négative. Donc ils s'interrogent sur leur expérience médicale, le devenir de leur insertion sociale, les caractéristiques concrètes de leur appareillage, comment ça se met, qu'est-ce qu'on fait avec, et donc comment ils peuvent se réinsérer, en quelque sorte. Donc c'est plus pour rejoindre le groupe que plutôt le déplacer ou ce genre de choses. Donc c'est vécu comme un stigmate médical. Ils essayent dans leur récit biographique, lors de thérapies, notamment d'accompagnement, de voir en fait comment ils peuvent retrouver leur vie d'avant. Donc ils savent que ce ne sera pas tout à fait la même chose, mais ils essaient de voir comment faire au plus proche vis-à-vis de leur vécu. Donc tout ce discours sur l'enchantement, il est donc volontairement dans, on va dire, l'emphase, mais cette confusion donc sur ce qui existe vraiment et ce qui est espéré, elle est entretenue, mais justement pour des raisons commerciales. Il y a également un risque de surappareillage des personnes amputées, c'est-à-dire que si jamais vous avez trop de prothèses, eh bien, vous pouvez avoir des grandes difficultés d'adaptation et on ne vous présente pas forcément les alternatives. C'est-à-dire qu'on va vous dire, oui, prenez telle ou telle prothèse, mais vous avez aussi l'option, on va dire, d'avoir une aide-soignante ou un aide-soignant qui viendra vous aider. Et ça, c'est pas forcément mis en avant, alors que ça peut être beaucoup plus pratique pour certaines personnes, on va dire, de se faire aider socialement, plutôt que d'avoir, on va dire, des appareillages, un surappareillage. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est absent de nos imaginaires. Sur l'avenir, on imagine toujours en fait un individu souverain qui finalement pourrait se débrouiller en totale autonomie, pas du tout sur le modèle, on va dire, de la coopération ou simplement de l'entraide. Et c'est justement ça qui convient de remettre en cause. Donc il faut en fait faire des recherches sur ces questions-là, qui ne sont pas forcément reluisantes, mais qui ont l'intérêt d'être beaucoup plus proches du terrain en termes d'interrogation et de retour d'expérience. Donc, pour préciser, c'est une bonne chose, donc il y a aussi les compétitions, etc. On va dire pour les personnes qui sont amputées et autres, parce que ça peut être inspirant, mais il convient forcément, lorsqu'on fait des communications de ce type, d'insister pleinement sur le fait qu'il y a des limites importantes que je vous ai mentionnées et qu'il convient en fait de communiquer davantage. Puisque donc la prochaine fois que vous entendrez en fait des discours sur les améliorations humaines, vous pourrez en fait ressortir, pas forcément les chiffres précis, mais au moins ces éléments-là, sur le fait qu'en réalité c'est en complet décalage avec ce qui existe actuellement. Alors peut-être dans un futur lointain, ce sera amené à changer. Mais pour l'instant et dans les années qui viennent, probablement pas. Donc il faut justement voir ce vécu plutôt que d'être dans la promotion de ces idéologies-là. Alors j'aimerais m'intéresser maintenant un peu plus en détail sur les raisons en fait, de cette idéologie.
C'est-à-dire que ces discours transhumanistes, ils apparaissent souvent, on va dire, dans les pays de culture protestante, dans lequel il y a un rapport à la religion, un rapport à Dieu qui est beaucoup plus individualisé, et dans lequel on estime qu'on peut interpréter soi-même les textes sacrés. Et à l'inverse, donc dans les pays qui sont d'obédience catholique, au moins culturellement, il y a davantage de résistance au transhumanisme. Quand on fait l'étude de sondage, c'est assez flagrant. Et justement, dans le catholicisme, il y a davantage de médiation, c'est-à-dire que le rapport à la foi, il se fait davantage via l'Église, et peut-être que ça joue. Donc c'est un peu délicat de faire ce type d'extrapolation, mais c'est peut-être pas un hasard si le cibathlon a lieu en Suisse, par exemple, dans lequel il y a beaucoup plus de culture protestante. Donc c'est intéressant aussi de faire ce retour, on va dire, culturel, puisque ça peut peut-être prédire la suite sur l'évolution du rapport à cette idéologie. Alors, sur la question donc, du financement de tout ça, donc il y a évidemment les financements privés qui sont très importants, mais il y a également des financements publics qui se font. Vous avez l'ANR, donc l'Agence nationale de la recherche, qui avait été créée en 2005 et qui s'inscrit donc dans une démarche de projet dans lequel justement il faut mettre en avant le caractère innovant de vos projets d'un point de vue social et sur lequel justement il y a cet imaginaire, on va dire, en relatif décalage par rapport au vécu qui est mis. Donc il faut faire attention par rapport à ça et prendre en compte la dimension, on va dire, sociale et politique des projets, mais sans pour autant être complètement adhérent de ces idéologies. Il y a une forme qu'on pourrait appeler l'aliénation au monde, qui a été définie par Hannah Arendt, et pour qui constitue une caractéristique de la modernité, et qui avait commencé par Descartes, c'est qu'on se met à douter de ses sens, et donc à remettre en cause le monde réel, le monde vécu, et ainsi on est beaucoup plus enclin à vivre dans une forme d'idéologie qui est déconnectée donc du vécu concret. Et ça peut en partie expliquer, on va dire, l'avenue des totalitarismes, au sens où on a une idée, on essaie de l'appliquer au monde et de modifier le monde en fonction de cette idée. Et donc ça prédit la suite, c'est-à-dire que si jamais on est dans un système qui est fondé dogmatiquement et sans justement le rapport au réel, on a donc ce risque de dérive totalitaire qui nous attend si jamais on n'est pas prudent ou du moins pas assez résistant pour y faire face. Vous avez également d'autres théories pour expliquer justement ces évolutions qui sont davantage liées à la technique, dans lequel c'est finalement le système technique en lui-même qui nous ferait évoluer vers ce type de société, puisque il y a une forme de convergence entre les systèmes politiques qui utilisent les mêmes techniques. Donc là, pour faire venir un auteur que j'avais déjà mentionné, Gunther Anders, il partait du principe, par exemple, que si vous preniez les États-Unis de la guerre froide et l'URSS, vous pouviez les ranger sous une même catégorie qui serait la civilisation technologique. C'est-à-dire qu'entre un avion, un bateau, un missile, d'un camp ou l'autre, ce qui change finalement, c'est le petit drapeau qui est dessus. Mais c'est quasiment la même technologie. C'est le même état d'esprit. Il est différent des divergences économiques, mais sur beaucoup d'autres questions, ils sont plus ou moins d'accord. Donc on peut même faire la même remarque pour aujourd'hui avec les États-Unis, l'Europe ou la Chine. C'est-à-dire que malgré des différences dans les systèmes politiques, il y a une convergence des technologies qui conduit à même état d'esprit. Au niveau du crédit social, par exemple, vous avez des convergences qui se font. Le crédit social qui est actuellement existant en Chine, il y a des expérimentations à Bologne pour justement faire la même chose. Pour l'instant, c'est à titre expérimental, mais on peut imaginer que ce sera peut-être moins à l'avenir. Donc, c'est pour dire que le problème peut être dans le mode technique dans lequel nous sommes. Là, c'est des pistes de réflexion sur comment en fait résister à ces évolutions.
Donc, pour conclure sur ces éléments-là, pour récapituler, donc, on a vu donc ce qu'était que le transhumanisme, ce qu'était que le bioconservatisme, pour y résister, et ce qu'était également la réponse qu'on pouvait y apporter vis-à-vis du vécu concret. Et justement, maintenant vous avez les éléments en moins, du moins un peu plus, pour pouvoir faire votre propre réflexion sur ces questions-là, et en ayant toujours à l'esprit d'être le plus proche du réel. Voilà. Je vous remercie.